Ce podcast est une initiative de l'association The Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast high-tech, aujourd'hui en compagnie de Michel Godard. Bonjour à toi Michel. Bonjour à tous, heureux de te retrouver Sylvain. Et oui, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour ce nouveau podcast. Alors, je tenais en introduction à ce podcast tout d'abord présenter mes excuses à nos auditeurs à qui nous avons promis d'enregistrer un podcast au moins une fois par mois. Mais les aléas de la vie professionnelle et personnelle ne nous ont pas permis des enregistrements. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous lançons aujourd'hui un appel. Si vous êtes motivé pour rejoindre notre équipe de bénévoles du podcast High Tech, n'hésitez pas à nous contacter via notre plateforme ou tout simplement via notre site internet. On a des agendas de ministres Sylvain. Alors ça tombe très bien d'ailleurs puisque c'est bientôt prochainement les élections en France, mais nous ne rentrerons pas dans des débats politiques. Non, je les aime pas trop, donc on va éviter. On avait prévenu, on avait été honnête, on avait dit un podcast par mois, mais le début ça va être un peu clopin-clopant parce qu'effectivement il faut refaire des équipes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va proposer des séries de podcasts un peu en attente sur un sujet qui tourne autour du podcast. Alors exactement Michel, ça tombe très bien puisque aujourd'hui en sommaire, en sujet de ce podcast, on va parler du podcast. Donc Michel, je te propose de nous expliquer un peu les bases du podcast. Qu'est-ce que le podcast ? J'insiste avant de commencer, j'aimerais attirer un point d'attention sur quelque chose de très important, je crois que je l'ai déjà dit dans un précédent épisode. Nous n'avons pas la prétention de nous placer, nous positionner en tant qu'experts incontournables, ni même experts tout simplement. On a 15 ans d'expérience, point. On partage nos connaissances, point. On n'a aucune prétention. On a créé une école à Bruxelles à Evere, mais ça reste un partage de connaissances avec notre vision, notre expérience. Et au départ, nous ne sommes ni ingénieurs son, ni informaticiens, ni journalistes. Donc c'est important de bien prendre conscience de ça. Donc ce qu'on va vous partager, ce sont nos observations, nos apprentissages. Et maintenant, s'il y a un point où on fait erreur, où on se serait trompé, n'hésitez pas à nous le signaler. On est tout à fait humble et capable de prendre un feedback. J'espère que cette introduction, tu peux comprendre qu'elle est importante à signaler. Exactement, oui, puisque comme tu le dis, nous, on est juste là de manière entre guillemets bénévole. On a notre vision du podcast, on a notre définition que tu vas d'ailleurs nous expliquer très rapidement pour des gens qui ont envie de se lancer via différentes plateformes pour tout simplement parler de leur passion. Et toi, je crois que tu as une définition particulière du podcast notamment, et j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet d'ailleurs. Ok. Elle n'est pas particulière. En fait, elle essaie d'être précise et d'englober certaines choses. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur la définition de ce podcast de cette manière? Parce qu'en fait, on va y trouver des éléments qui vont nous aider et nous guider dans la création d'un projet podcast. Et on va revenir sur ça plus tard. Alors, pour rappel, le podcast, avant tout, c'est un ensemble de technologies qui existaient, mais qui sont revenues au goût du jour au moment où on parlait de ce qu'on appelait le Web 2.0. C'est un journaliste pour The Guardian qui la première fois a utilisé un peu ce terme podcast, ce mot valise, pour essayer de définir ce dont il parlait. Et quelque part, il a semé une petite graine dans nos esprits. Alors je vais t'expliquer. Il a proposé le terme qui contractait à partir de iPod, donc il reprend le pod, et broadcast, cast, podcast. C'est pas mal ça. iPod, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, à peu près. C'est le petit baladeur avant les iPhones où on écoutait de la musique en se baladant, ce qui fait que les Canadiens, eux, ils ont utilisé le mot balado-diffusion. Que les jeunes générations connaissent un petit peu moins parce qu'eux, ils sont directement tombés dans l'iPhone. Enfin, pour citer notamment la marque Apple. Ouais, tout à fait. Ça, c'est important de bien comprendre que déjà ici, on sème une idée de son, alors qu'en fait, derrière, c'est que c'est un ensemble de technologies dont la principale, c'est ce qu'on appelle le flux RSS. D'ailleurs, je me rappelle très bien à l'époque du podcast high-tech qu'on disait souvent à nos auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner via notre flux RSS. RSS, c'est Really Simple Syndication. C'est quelque chose qui a été créé pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, dans les années 1999. Donc tu vois que c'était pas récent. Il faut savoir que ça a été mis au goût du jour en 2002, en troisième version, et que le journaliste en question, si je ne me trompe pas, c'était en 2004 qu'il a commencé à parler du terme podcast. Donc tu vois qu'il y a eu quand même quelques années qui se sont écoulées. Ce flux RSS, c'est en fait un fichier XML qui est souvent utilisé pour mettre à jour les actualités des blogs. En fait, c'est un fichier qui se met à jour automatiquement avec le contenu, qui notifie les personnes qui s'y abonnent qu'un nouveau contenu est apparu. Et donc, le flux RSS permet de s'abonner à de l'audio, à de la vidéo, à un article de blog, à un PDF, à n'importe quel type de média. Donc en soi,
qu'un podcast, c'est un type de média auquel on s'abonne. Ah oui, effectivement. Pourquoi justement on garde qu'à l'esprit un peu que le format audio du podcast? Mon interprétation, elle se base sur deux aspects, le côté histoire et aussi l'usage. Alors, au niveau de l'histoire, en 1999, on crée le premier Rich Site Summary, le RSS 0.91. Hein. Puis, ça a évolué en 2000 vers le RSS 0.90 et 1.0. Et au moment du Web 2.0 est apparu le Really Simple Syndication RSS 2.0 en 2002. Oui, ça c'était un peu l'année de mes études d'ailleurs. Alors, l'histoire du podcast, elle commence d'ailleurs entre 2001 et 2003 avec ce qu'on appelle les trois podfathers, Alors c'est quoi des podphasers? les trois pères du podcast, hein, Ah, Sylvain. d'accord. Dave Wiener, qui est un entrepreneur et développeur informatique, il a contribué au développement du flux RSS et c'est lui qui, la première fois, a inséré un fichier son et c'était en 2001. Tu vois, il y a déjà un préliminaire ici aussi sur le son. Ensuite, il y a Christopher Lydon, si je ne me trompe pas, qui était journaliste et puis blogueur, qui diffuse une série audio en 2003 via un RSS, parce qu'il a été convaincu par le premier qu'on vient de citer, Dave Wiener. Et il crée officiellement le premier podcast jamais enregistré en juillet 2003. D'accord. Adam Curry, la troisième personne considérée comme père fondateur des podcasts, c'est un animateur de MTV, si je ne me trompe pas. Il lance le premier vrai podcast diffusé largement en 2004. C'est le Daily Source Code et travaille par ailleurs sur la diffusion sur iPod, puisque c'est à lui qu'on doit cet aspect-là. Et c'est en 2004, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc juste après, que ce fameux journaliste, je ne me rappelle plus très bien de son nom. Ben Marsley. Ouais, voilà, de The Guardian. Le journaliste qui parle dans sa définition, sa structure de construction du podcast, pod, iPod, musique, le fait qu'on ait mis la première fois un fichier son, tu vois, tout ça prédispose déjà à ce qu'on parle de plus en plus de son. Et alors, au départ, dans l'interface GarageBand chez Apple, quand ils ont d'abord inclus en premier le logo du podcast, et puis que plus tard, ils ont utilisé GarageBand pour proposer aux utilisateurs Mac de faire leur propre podcast, quand tu ouvrais GarageBand, tu avais une piste son, une piste image pour pouvoir mettre des hyperliens. Et donc, tu avais quand même quelque chose qui ressemblait fort à un montage vidéo au départ. Donc, ce n'était pas que du son. Le fichier qui sortait de là, c'était un format propre à Apple. Et très vite, on a dû passer au MP3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en gros pour qu'on passe au MP3 Tout simplement, quand on faisait un podcast et qu'on sortait un fichier, on le mettait sur son serveur. Et on créait soi-même son flux RSS. Et le flux RSS, vous voyez, la mise à jour d'un nouveau contenu, hop, il notifiait les abonnés. D'accord? Ok. Mais il y a plusieurs questions qui se posent ici. Donc ça, c'est maintenant la partie de l'usage dont je voulais parler tout à l'heure. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Là, en fait, on a bien compris la partie historique, un peu l'histoire, l'origine du podcast. Et du coup, dans l'usage, qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Dans l'usage, ce qui se passe de façon pratico-pratique, c'est qu'au départ, le podcast, on met le fichier sur son serveur, donc le flux RSS se met à jour, il notifie les abonnés. Mais tu te rends bien compte que si tu as ton espace disque pour ton site web, Oui. tu mets ces fichiers qui ont une certaine taille sur ton serveur. Or, tu sais que la plupart des fournisseurs te font payer aussi l'espace disque d'un Ah oui, hébergement. tout à fait. Ensuite, si ton podcast il est hyper populaire et que du jour au lendemain, tu ramasses des millions de visites, on va parler aussi de capacité de répondre aux requêtes sur le site Internet et donc de bande passante et de capacité du site Internet et de réactivité, de rapidité. Site qui va en plus s'alourdir au fur et à mesure qu'il va être rempli par des fichiers, des fichiers, des fichiers. Rappelle-toi, je crois qu'en fait, au total, on a fait plus de 1000 podcasts. Et oui, et ça prenait beaucoup de place sur nos disques durs, sur nos ordinateurs. Et puis est apparu des plateformes de musique qui se sont dit, tiens, on pourrait inclure les podcasts. Ils ont proposé aux internautes, aux personnes qui produisaient des podcasts, de créer leurs podcasts et de les mettre sur les plateformes de musique. On pense par exemple à SoundCloud, il y a Mixcloud, il y a Simplecast, et ce sont ce qu'on appelle les hôtes. Les hôtes qui Ah oui, hébergent les c'est fichiers de là qu'est né le MP3. cloud en fait, tout simplement. C'était pouvoir externaliser sur une plateforme. Ça réglait pas mal de problèmes. Ça réglait le problème d'espace, de bande passante, parce qu'en général, ils ont des serveurs avec la structure nécessaire. Et du coup, ils proposaient la création automatique du flux RSS, ce qui n'était pas non plus quelque chose de facilement faisable sans avoir un outil ou s'y connaître un petit peu ou débugger, tu vois. Donc, on Oui. répondait à des besoins. Et les besoins, c'est devenu ce que moi j'appelle du cloudcast. Mais on pourrait dire que le podcast est mort, en fait, depuis qu'on fait du cloudcast. On va garder le terme podcast, ça est beaucoup plus parlant. Alors, évidemment, ces plateformes, elles ne voulaient que du MP3. Et Oui. parfois d'autres formats, mais souvent des formats standards. Donc, les formats propres à Apple, je crois qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Et d'ailleurs, GarageBand a évolué vers une version où il n'y a plus cette interface où tu crées ton podcast avec de l'image, des hyperliens, etc. Et de plus en plus d'internautes, même sous Mac, exportent le podcast en MP3, tout simplement. On a bien compris l'usage et l'histoire du podcast, mais toi, je sais que dans tes formations, tu as tendance vraiment à parler de 3 piliers du podcast
pour réussir son projet. Alors, est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur ces 3 piliers? Tu t'es bien renseigné, Sylvain. Oui, mais bon, après, j'ai des indicateurs, Les bouches à Michel. oreille, ouais, c'est ça. Toute la durée du projet podcast, il faut garder à l'esprit 3 caps en permanence. Et pourquoi j'insiste sur ces 3 piliers, comme je les appelle? Parce que je trouve qu'ils sont garants pour réussir son projet podcast. Il faut bien comprendre que, bon, il y a plusieurs façons de faire des podcasts, et je dirais qu'il y a autant de façons de faire des podcasts qu'il pourrait y avoir autant d'auditeurs. Il y a plusieurs types de projets différents, mais tout ça va être très important à mûrir en termes de réflexion. Et moi, je fais appel dans mes formations au premier pilier qui est le project management. Je pense qu'il faut avoir des notions de project management en permanence, je l'ai dit, et à revoir au nécessaire pendant le parcours et pendant le trajet en fonction du second pilier dont on parlera tout à l'heure, qui est l'approche Lean. Je vais d'abord les citer, peut-être donc je propose aux gens de s'intéresser au project management, savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, quel budget on a. Donc ça, c'est le point numéro 1. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Point numéro 2, l'approche Lean. OK. Une approche qui consiste à y aller par palier, évaluer chaque étape et les valider avant de passer à l'étape suivante. Donc on a besoin de statistiques et de valider chaque étape. Mais ce qui est intéressant dans l'approche Lean, on fait une fiche persona ou plusieurs fiches persona pour définir la cible de notre démarche. Donc, par exemple, je m'adresse à des jeunes de 7 à 77 ans, hommes ou femmes. Ou au contraire, mon podcast ne s'adresse qu'à des femmes. Ou D'accord. mon podcast ne s'adresse qu'à des adolescents. Tu vas me dire, mais quelle est l'importance de faire un truc pareil? Tout simplement, quand on a une vue claire sur le public qu'on cible, ou les publics qu'on cible, parce que je l'ai dit, on peut avoir plusieurs fiches persona, eh bien, on va préparer pour chacune des mots-clés, une liste de mots-clés. Et ces mots-clés, quand on va devoir cataloguer notre podcast dans une rubrique sur le répertoire ou sur les autres qui nous demandent dans quelle catégorie voulez-vous classer votre podcast, eh bien, on va peut-être mieux le classer par rapport aux mots-clés qu'on a consciemment identifiés en tête déjà. Pour le classement du podcast, je trouve que c'est important parce que être mal classé, se classer dans business alors qu'en fait ton podcast n'est pas du tout lié au business pour ta cible. Ouais, bien sûr. En plus, quand on crée un podcast, souvent tu mets des mots-clés, des hashtags pour définir ou permettre de trouver facilement ton podcast. Ça t'aide aussi à déjà préparer le terrain sur cet aspect-là. Alors le troisième pilier, Sylvain, c'est l'expérience utilisateur, c'est ce qu'on appelle le UX, User Experience. Et c'est parce que le podcast va être disponible sur, je crois qu'il y a une soixantaine de répertoires, une dizaine d'autres, donc tu es disponible un peu partout. Tu as un site web, généralement, avec ton projet podcast, tu as un beau logo. C'est important, comme on est sur plein d'endroits différents, qu'on te reconnaisse de façon systématique et sans équivoque, qu'on reconnaisse ton logo, ton visuel, c'est déjà un premier point. Et puis, je pense qu'en termes de ligne éditoriale, c'est important d'avoir une unicité. Alors, la ligne éditoriale, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un des points clés. Alors, par rapport aux 3 piliers ici, ils sont tous importants à des degrés différents. Par exemple, quand je parle de project management, si je sais où je vais, ce que je veux faire, si mon podcast il est prévu qu'il me rapporte de l'argent ou pas, ou si j'ai du budget de départ ou pas et quel budget j'ai, va faire que je vais choisir si je vais me positionner sur un seul hôte ou plusieurs. Quelle quantité d'énergie je vais mettre dans le projet, tu vois? Si Mhm. dans mon project management, j'estime que je n'ai que 10 heures par mois de travail et que je sais qu'un podcast, quand je vais prendre le son, c'est déjà 1 heure, et puis je vais faire le montage. Alors, en fonction de la qualité de montage que je vais avoir, je vais en faire entre 5, 6, voire 10 heures de montage. Puis encore 1 heure pour publier, puis encore 1 heure pour diffuser sur les réseaux. Tu as compté, on est déjà près de plus de 10 heures, 12 heures, 13 heures, 14, 15 heures parfois. Ouais, ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Alors, si je n'ai que 10 heures libres par mois parce que j'ai approché le projet avec une pensée project management et que j'ai identifié mon nombre disponible d'heures, je ne vais pas aller faire une promesse à mes auditeurs de faire un podcast par semaine parce que ça voudrait dire que sur mon mois, je vais utiliser plus de 40 heures. Voilà OK, pourquoi d'accord. le project management est important. Il va permettre de tenir ta promesse éditoriale. Ça fait partie de la ligne éditoriale. Ensuite, tu as l'approche ligne, je l'ai dit, c'est pour voir si toi, tu as une idée. Tu vas faire un podcast sur le high-tech. OK. Et peut-être ta vision du high-tech, c'est 3 ou 4 points ou une certaine vision. Et puis, tu fais les 5 premiers épisodes et puis tu vois que les statistiques, elles ne décollent pas. Est-ce qu'il n'est pas, à un moment donné, opportun de te dire peut-être que ma perception n'est peut-être pas celle que mon public attend et d'interroger le public pour savoir ce que lui veut Eh bah oui. ou ce qui lui manque. Ça, c'est l'approche lean et le personnage, j'en ai parlé par rapport aux mots-clés, par rapport aux rubriques dans lesquelles on classe son podcast. Et l'expérience utilisateur, c'est la ligne éditoriale. Pourquoi tu insistes sur ces aspects, contrairement à d'autres personnes qui te proposeraient des formations où on peut démarrer des projets un peu à la va-vite, en fait? Pour moi, vite, à moins d'être extrêmement talentueux, créatif et résilient, c'est souvent bâclé. Et c'est souvent bâclé les éléments qui garantissent la pérennité et le succès de ton format. J'ai pris des exemples tout à l'heure. Or, notre ASBL, si tu te rappelles du second podcast quand j'ai mentionné les Oui. objectifs,
elle se mobilise pour que ce format il soit populaire, le plus populaire possible. Si on s'apprête à être déçu parce qu'on a grillé des étapes, eh bien, en fait, ça ne nous avance pas, ça ne nous favorise pas notre objectif. Quelqu'un qui va se lancer dans un podcast trop vite et parce qu'il a négligé certains aspects, voit les statistiques qui ne vont pas monter et au bout de 6 mois, il s'épuise, il arrête son projet, c'est pas favorable à l'image du média podcast. Donc nous, ça ne nous arrange pas que les gens abandonnent. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils aillent jusqu'au bout de leur idée, de leur projet podcast, qu'on n'est pas trop pour le fait de bâcler, d'aller vite, vite, vite. Je pense que de préparer bien quelque chose garantit quand même en général qu'on fait mieux les choses. Ce que je constate, moi, c'est que mon interprétation, mon observation, c'est que souvent, justement, ils négligent les aspects techniques, comme les mots-clés, les paramètres à mettre correctement, choisir la bonne rubrique. Mais finalement, ça fait toute la différence dans la popularité d'un podcast. Alors certes, le contenu est important, ça fait partie aussi de la ligne éditoriale, le qui, quoi, quand, où, comment. Mais t'as beau avoir une super belle pièce de théâtre, si tu ne fais pas attention d'avoir du public dans la salle, bah, tu vas pas réussir à toucher beaucoup de monde. Et avoir du public dans la salle, c'est pas seulement faire la pub, c'est aussi s'assurer que les sièges sont confortables, que la salle est bien ventilée. Enfin, tu vois, je prends une métaphore un peu pour Ouais, expliquer bien quels sûr. aspects il faut prendre. On dit en anglais take care, tu vois. Il faut vraiment prendre soin des choses pour le faire correctement et ça garantit le confort d'écoute, le confort du spectateur et finalement, ça te donne plus de chances d'avoir un succès. Je t'entends beaucoup parler de ligne éditoriale. Si tu pouvais nous détailler un petit peu ce que c'est. Ça veut dire quoi plus en profondeur le mot ligne éditoriale? Bah, la ligne éditoriale, c'est quelque chose qu'on parle pour les journalistes, pour le web, comme tu le dis, pour les sites, pour ceux qui s'en préoccupent, et pour les magazines, effectivement. Mais en ligne éditoriale web, on va mettre un focus sur le design, donc la police de caractère, le nombre de couleurs. C'est une image, en fait, c'est son image. Je pense qu'en podcast, on doit aller plus loin. Il y a le design comme pour le site et pour le marketing, mais il y a le contenu du podcast et sa structure. Parler d'un sujet intéressant mais sans structure, ça peut parfois moins plaire. Donc moi, je suggère quand même d'essayer d'avoir une structure préparée. Dans le podcast et Charmy Top, on parle des passions au travail. Je vais donner un exemple. Notre structure, c'est toujours la même. On pose une question pour faire connaissance avec l'invité, qui est de ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Puis on aborde le sujet avec le qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment. Avec ces questions, je crois qu'on est quand même en mesure de déterminer correctement un sujet de discussion. Et comme les sujets varient très fort d'un invité à l'autre, mais que ça doit rester autour du thème RH, eh bien à la fin du podcast, on a 3 questions typiquement pures ressources humaines. Qu'est-ce qu'un RH pour l'invité? Un effet wow et un message au DRH, tu vois? Et donc on a une structure qui est standard, et ça c'est notre ligne éditoriale du contenu. On a un logo, des couleurs qu'on utilise systématiquement, c'est notre ligne éditoriale visuelle. On a des sites internet qui sont dédicacés, des plateformes où on se trouve partout, c'est notre ligne éditoriale globale, tu vois? En Mhm. tout cas, la ligne éditoriale, elle peut même aller jusqu'à une communication claire. Moi, je revendique aussi ça, c'est quand on fait un projet podcast, ce serait sympa, même si on doit faire des correctifs comme on l'a fait tout à l'heure, de dire à l'auditeur à quoi s'attendre. Vous allez retrouver un podcast tous les X temps, une fois par mois, une fois par semaine. Voilà dans quelle direction on va. Peut-être qu'après 6 ou 10 podcasts, on changera d'orientation. Mais communiquer avec le public est aussi une forme et une façon de faire une ligne éditoriale. Et je pense que c'est très important d'y Et ça songer. crée une fidélisation surtout parce que ça te dit, bah voilà, tous les mois, je sais qu'à telle date à peu près, ils sortent le podcast, je vais aller écouter l'épisode, je me Voilà. connecte et ça permet d'avoir une fidélisation auprès de son audimat, si j'ose dire. Je vais même aller plus loin. On pourrait dire clairement par des mots ce qu'on va proposer aux auditeurs. Dans ce podcast, on va vous parler de systématiquement, tu vois. Ok. On peut aussi aller encore plus loin. On pourrait aussi, et ça, bon, les gens qui font des vidéos YouTube l'ont bien compris. Il faut pas oublier que ce qu'il faut, c'est que les gens réagissent, interagissent, qu'ils s'impliquent pour créer sa communauté à laquelle on destine une communication. Et donc, c'est pas plus mal de temps en temps de leur dire, bah, pour aider le projet ou le supporter, faites un like, un commentaire. Où est-ce qu'on peut nous trouver? Tous ces éléments-là, j'estime qu'ils font partie en podcast de la ligne éditoriale. C'est le positionnement, c'est la communication qu'on a vers son public. C'est très, très important. Ah bah du coup, Michel, là c'est bon, je suis paré, donc par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est bon, là je crois que j'ai compris ce que ça voulait dire, l'importance de tous ces points. Là je suis prêt, maintenant je peux démarrer, j'achète mon matériel et ça y est, c'est parti, je me lance. Ah non, pas du tout. Ah, je me suis trompé, j'ai été trop vite. C'est-à-dire qu'il y a encore un aspect que je voudrais qu'on comprenne bien. Ah. Je pense que, encore une fois, c'est encore du project management. C'est avant de se lancer la tête baissée dans le guidon et de commencer à pédaler, et puis de se rendre compte qu'on a pris le mauvais sentier et qu'on est perdu dans le bois. Ce serait pas mal non plus d'avoir un aperçu des étapes. Donc c'est quand même important pour estimer son temps de travail d'avoir une vue sur quelles étapes on va devoir. Définir les fameux points clés en quelque sorte. C'est ça. Savoir encore une fois, savoir où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Ok, je t'écoute. Comme il faut être sur un maximum d'endroits et de plateformes,
Moi, j'appelle cette partie-là l'implémentation du podcast. En fait, qu'on va mettre son fichier MP3 quand son podcast est prêt, un épisode du podcast est prêt sur l'autre, là où on a pris son abonnement qu'on paye pour héberger ces MP3. Signale au passage qu'il y a un hébergeur gratuit qui se nomme BetGeek et au moment où on mettra la vidéo en ligne, qu'ils vont sortir la nouvelle plateforme Vodio. Donc, ils vont rester gratuits, ils proposent plusieurs outils, mais il y aura la plateforme Vodio de BetGeek qui sera un des outils BetGeek, c'est l'hébergeur en fait. Et donc, ils vont plus Très s'appeler... intéressant, petite dédicace au passage et on tenait à les saluer. Voilà, parce qu'ils s'appelleront plus BetGeek pour la plateforme d'hébergement, ce sera Vodio. Mais ça reste un outil de BetGeek, l'association qui aide les podcasteurs en France, puisque ça vous concerne, donc j'en fais mention. C'est gratuit pour eux. Alors, je reviens donc à l'idée que c'est eux ou ton hôte qui crée le flux RSS. Une fois qu'on a son flux RSS, il faut bien te rendre compte que la majorité des gens vont vouloir mettre leur flux RSS et leur podcast sur Spotify, Deezer, enfin tous ces 60 répertoires dont j'avais déjà fait mention. Et pour le faire, comment ça marche ? Eh bien, on prend son lien, on va sur la plateforme de Spotify, donc podcaster.spotify.com, si je ne me trompe pas d'URL, il faudrait que je vérifie, je la mettrai dans l'article. On dit, voilà, je veux soumettre mon podcast chez Spotify, on met le lien du feed RSS, on fait valider. Spotify va voir dans le feed RSS qu'il y a un email qui a été mentionné. Et alors là, déjà ici, je fais une petite pause. Quand tu mets ton mail chez ton hôte pour dire, ça c'est le mail pour mon podcast, si tu mets ton email professionnel ou personnel, je te garantis que tu vas ramasser un paquet de spam. Donc déjà, moi ici, techniquement, je recommande aux podcasteurs de se créer un compte mail dédicacé au podcast. Ça permet d'isoler les communications propres au podcast, d'avoir une meilleure réactivité face au public et aux auditeurs, de ne pas se faire spammer par toutes les plateformes publicitaires et autres, et notamment lors de l'implémentation, d'obtenir les codes au même endroit unique et de retrouver les informations vers quelle plateforme on est ou pas, et je vais dire pourquoi après. Toi, tu conseillerais de mettre style contact arrobas le nom de son podcast.com par exemple. Le nom du podcast à gmail.com par exemple, oui tout à fait. Ouais, ok, d'accord. C'est ce que je recommande vraiment et vivement. Il faut savoir qu'il y a des plateformes, tu vas envoyer la demande, il faut t'envoyer un code, tu réponds au code, puis tu dois attendre 6 semaines. Donc pour faire le suivi, c'est pas plus mal aussi d'avoir une boîte dédicacée où tu peux retrouver facilement les mails pour ça. Et pas mélanger avec ton épouse qui t'envoie un mail sur un truc pour qu'est-ce qu'on mange ce soir, ton patron qui t'envoie un mail sur autre chose, enfin tu comprends ? Ça, c'est un peu le même lien que justement avec la création du podcast où on a tendance à retrouver des podcasts avec des photos perso au lieu Voilà. d'avoir l'identité et la charte graphique du podcast. Ici, c'est pas une question de charte graphique, c'est plutôt une question de paix De s'y d'esprit retrouver. et d'efficacité. Spotify, je reprends mon exemple, va aller voir que dans le flux RSS, on trouve l'email de contact. Grâce à cet email contact qui est dans le flux RSS, Spotify sait à qui envoyer un mail en disant « Hey, tu sais quoi ? Quelqu'un réclame le podcast sur Spotify en ton nom, est-ce que c'est bien toi ?» Alors tu cliques « OK » ou il t'envoie un code, ça dépend. Il y a des plateformes qui envoient des codes, il y a des plateformes qui te disent « Tu veux bien valider que c'est bien toi, là, que c'est pas n'importe qui prétend que c'est toi ?» Et puis quand tu soit valides avec un code, soit tu valides avec le bouton que tu as reçu par mail, la plateforme, elle sait, ah oui, bah, c'est bien lui. Au moment où on me demande de mettre le podcast dans ma plateforme, le propriétaire identifié par mail dans le flux RSS, il réagit au mail que je lui envoie immédiatement, il me dit oui, c'est moi. Et dans ce cas-là, ils acceptent et donc ils mettent ton flux RSS dans leur base de données. Et à partir de ce moment, ils vont interroger régulièrement le flux RSS et donc ils vont pouvoir aller récupérer les épisodes et les afficher dans leur plateforme comme si c'était du contenu qui se trouve chez Spotify. Toi, t'en penses quoi, Michel, de publier et présenter son podcast sur des sites, notamment au format vidéo? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Type, je sais pas, moi, je fais un podcast, mais je fais aussi le format vidéo YouTube et le format, je sais pas, sur Instagram, par exemple. Je trouve ça intéressant, mais pas n'importe comment. Et ce qui me gênait au début, on disait souvent, mais pourquoi tu fais pas de la vidéo et que du podcast avec du son? C'est quand même plus commode et plus populaire la vidéo. Oui, c'est vrai. Mais déjà, quand tu fais un projet et que dans ton project management, tu identifies le nombre d'heures que tu as disponible pour travailler sur ton projet podcast et que tu imagines que pour faire la vidéo, le temps d'édition va être doublé parce que tu vas monter le son, mais tu vas aussi monter l'image. Et la difficulté que tu auras, c'est d'aligner l'image coupée avec le son coupé au bon endroit. Ça commence à devenir très chronophage. Maintenant, deuxième aspect, quelle est la valeur ajoutée d'avoir un mec qui parle devant son micro pendant 30 minutes s'il montre rien, s'il a rien de spécial? Oui, il y aura pas d'intérêt, c'est Voilà. clair. Et le troisième aspect, c'est encore mon troisième pilier, UX Design, User Experience. Où est-ce que les gens majoritairement écoutent les podcasts? Enfin, moi, la plupart des gens que je connais, quand je leur demande où est-ce qu'ils écoutent des podcasts, en faisant du vélo, en allant courir ou en roulant en voiture ou dans la salle Ouais, d'attente chez quand on a Toby. une interaction dans son quotidien au final. Voilà. Alors, je me vois mal aller faire mon jogging en regardant une vidéo et me péter la gueule contre les poteaux, pardonnez-moi l'expression, ou aller faire du vélo, regarder la vidéo et me planter avec mon vélo, tandis que le son, je peux l'écouter. Voilà pourquoi moi, je me suis pas orienté vers la vidéo. Maintenant, il faut constater que la vidéo, effectivement, rapporte une meilleure popularité. L'approche va être différente. On va aller faire des formats vidéo pour être accessible sur les plateformes vidéo
aussi, donc c'est un public supplémentaire potentiel d'une part. Et deuxièmement, aller sur les plateformes vidéo, c'est aussi trouver un moyen de se faire connaître plus facilement dans son projet. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des carousels de diapos qui défilent avec des images qui illustrent le podcast. Et je trouve ça plus intéressant. Et j'en fais un format YouTube et Instagram et je les diffuse. Pour répondre à ta question, maintenant, on va reprendre ce que je disais tantôt. Avant de se lancer, tu me dis est-ce que je suis prêt? Je dis ben non, il faut identifier les étapes. Donc, l'implémentation, c'est une chose que je mets à part. C'est la diffusion sur les 60 canaux. Donc, ça, c'est une étape qui va être en parallèle. Alors, les étapes, tu t'en doutes, fixer le moment où tu vas enregistrer le son. Avec ton invité, un rendez-vous avec ton invité si tu dois avoir un invité. Et c'est là où nous, on a pêché ici pour se retrouver. Ouais. Ensuite, il faut prendre le son. Donc, il faut avoir le matériel, les outils, les softwares et savoir prendre le son et s'exercer. Le son va être édité dans ce qu'on appelle un DAW. C'est quoi un DAW? DAW, ce sont les initiales pour D, digital, A, audio, W, workstation. Alors, t'aimes pas beaucoup l'anglais, mais au final, il y a beaucoup d'abréviations comme ça, hein. Malheureusement, ouais. C'est un software, mais il faudra choisir celui-là avec son matériel. Et donc là aussi, j'ai des conseils à donner ou des suggestions à donner. Ensuite, avec ce DAW, on va avoir fini le montage en mettant un jingle d'intro, jingle de sortie, couper les E, couper les erreurs, couper les bruits, couper les tout, les répétitions. Ça prend du temps. Et quand tu as fini, tu exportes le résultat en format MP3. Et là aussi, il y a des paramètres à mettre. Et alors, une fois que ça c'est fait, eh bien, tu vas publier ton podcast sur l'autre. Mais quand tu vas mettre ton podcast sur l'autre, tu vas y mettre un texte d'introduction que tu vas devoir préparer, une image que tu as dû préparer, tu vois. Mhm. Et puis ensuite, il faut publier, présenter le podcast sur son site et ailleurs. Et notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ce travail sur les réseaux sociaux, c'est aussi chronophage. Ayez quand même une vue de toutes les étapes dans l'ordre. Moi, je fais un petit tableau Excel en général, et avec mes étapes, parce que parfois je fais plusieurs projets en même temps et plusieurs clients en même temps. Et donc, pour savoir encore où j'en suis par rapport à quoi, je mets des petites cases à cocher dans un tableau pour chacune des étapes. Je coche, mets en vert et hop, je passe à la suivante. Et comme ça, je suis jamais perdu, parce qu'à la fin, tu hyper vite tes pinceaux si tu n'as pas qu'un seul projet podcast à gérer. Donc là, moi je pense, Michel, que du coup, on a la ligne éditoriale, comment aborder le sujet podcast, comment trouver son audimat en quelque sorte. Moi, ce que je te propose, c'est que tout simplement, dans un prochain épisode, on propose à nos éditeurs de se lancer et quel matériel choisir pour justement faire du podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Avant de se lancer, justement, il faudra d'abord penser au matériel. Et comme je l'ai dit, les auditeurs nous auront écoutés, ils auront eu le temps de réfléchir à leur projet podcast par rapport à ce qui est project management, quel budget j'ai, quel type de format je veux faire, pourquoi, comment est-ce que je vais amener les choses. Eh bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir, grâce à ces informations, mieux choisir le type de matériel. Parce que comme pour le type de podcast différent, il y a autant de matériel différent qui existe. Exactement. Et il n'y a pas une réponse idéale à quel matériel choisir. Il y en a plusieurs possibles. Et tout dépend de ce qu'on veut faire comme projet. Eh ben, moi, je vous propose tout simplement qu'on va conclure ce podcast. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toi, Michel, pour ces explications claires du podcast. Et puis, on se retrouve très prochainement pour justement parler côté matériel pour les personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit des budgets onéreux ou des budgets abordables. Ou pas de budget. Je pense qu'on aura une tendance vers le low cost, hein, mais voilà, chacun pourra se lancer avec différents types de matériel. Et ça, ce sera le rendez-vous du prochain épisode. Tout À à très fait. bientôt. Merci Sylvain, à très bientôt. J'étais Merci à heureux vous. Ciao, ciao. de te retrouver. Et alors, on invite nos auditeurs à nous supporter avec un like, un partage ou un commentaire en dessous de ce podcast. Et petite particularité, puisqu'on est utilisateur des outils de BetGeek, on peut nous laisser un message vocal. Ah bah oui, en fait, pour moi, c'était déjà acquis, mais c'est vrai que tu as très bien réagi, Michel, et très bien fait de le rappeler. Effectivement, vous pouvez toujours commenter, liker, mettre le petit message audio aussi via, effectivement, BadGeek. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, suivez-nous et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce podcast est une initiative de l'association The Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.